Une bataille, ça demande de la discipline et de la coordination. On pense que vous n'êtes pas encore mûr. Pour la coordination, je veux bien, d'autant que je ne sais même pas ce que ça veut dire. Par contre, aujourd'hui, il y a du changement. Tous les enfoirés d'en face, on se les prend à deux si vous voulez. Aujourd'hui, c'est spécial. Ouais, vous êtes devenus suicidaires en plus d'être cons. Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial, le 100e épisode de bataille de la chaîne. Donc pour marquer le coup un petit peu, pas mal de joueurs sont venus pour cette partie et on vous a fait un gros scénario. Je vous ai préparé l'île de sang, la bataille de l'île de sang. C'est quelque chose quand même qui nous a tous un peu marqué avec cette arrivée de la V8 et c'est une histoire que j'ai inscrite en plus dans le programme, on va dire, de ma timeline. Autrement dit, ça sera compté dans mon End of Time. C'est un petit peu le préquel à End of Time en plus, parce qu'en plus la partie était énorme. Et c'est donc 5 joueurs qui se sont affrontés. C'est Marie-Camille et Arthur dans le camp des Hauts-Elfes qui se sont affrontés à 3 généraux Skaven, les 2 Juliens. Donc il y a le Julien, roi des tombes, et il y a El Magnifico, comme il s'est appelé, pour son seigneur Skaven. Qui nous joue aussi les elfes noirs, les royaumes ogres ou les Skaven. Il y a également Louis qui est venu pour être un autre général Skaven. Alors c'est une énorme bataille, je me suis totalement inspiré de la partie du White Dwarf de l'île de sang, l'énorme, pas la petite qu'ils avaient fait pour la sortie. Donc j'ai fait avec mes moyens, bien entendu. Je vous propose donc une partie en 2 tables. Pour ceux qui connaissent Caraco Epic sur la chaîne, elle est inspirée un petit peu, mais plus développée, parce que Caraco Epic, elle est quand même vieille maintenant. Elle sera peut-être refaite, on verra, ça c'est une autre histoire. Donc, le scénario de cette bataille de l'île de sang. Alors, beaucoup de règles, comme vous le voyez, mais c'est vraiment les règles un petit peu, à peine traficotées de celui de Games Workshop. Alors, déjà, j'ai essayé d'établir une espèce d'équité, parce que la partie de Games Workshop, faut l'avouer, elle était totalement tournée au elfe, c'était quasiment impossible au Skaven de gagner. Là, j'ai replacé ça un petit peu, on va dire, en ordre. Donc, les règles du scénario, comme vous le voyez, ça se passe donc sur 2 tables. Une grande table qui sera le lieu de l'attaque entre les Skaven et les armées de renfort et de défense des Hauts-Elfes, et une petite table qui représente le grand passage de la tour pour l'objectif final. Alors l'île de sang, déjà, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'île de sang, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une île où s'est passée une énorme bataille avec les Hauts-Elfes contre les démons et le chaos, l'émergence du chaos en tout début de l'histoire de Warhammer. Et 12 champions d'Aenarion étaient envoyés là-bas, ils sont tous restés là-bas morts, mais leurs esprits défendent aujourd'hui un artefact qui nous vient du chaos, un artefact ultra puissant qui s'appelle la pierre du Phénix. Les Hauts-Elfes continuent de protéger cette île par le secret et par la force, un petit contingent le protège, et à l'avènement de End of Time, à l'avènement de la fin de Warhammer, eh bien, les énergies du chaos se réveillant, la pierre du phénix commence à émerger, à se ressentir de plus en plus sur l'île, ce qui attire un technomage, un petit technomage qui s'appelle Ratchit, qui sera incarné par Julien, justement, El Magnifico, sur cette partie. Il demande, ce petit technomage, à 2 seigneurs de guerre qui ne peuvent pas se blairer du même clan Skaven, donc un seigneur de guerre Skrit qui sera incarné par Louis, et un seigneur Longue-Queue qui est plutôt lui joué par un prêtre de la peste incarné par Julien. Et ces 3 Skaven, avec toutes leurs armées bien entendu, décident d'attaquer l'île des Hauts-Elfes, l'île de sang, pour récupérer ce fameux artefact. Et bien entendu, ils emmènent tout leur clan avec eux pour écraser le contingent de défense qui est là-bas. C'est un tout petit contingent, c'est à peine 3 ou 4 unités. Et au moment où les Skaven arrivent sur place, un mage est tué, un mage aux elfes, dans une espèce de petite embuscade dans les tunnels par lesquels arrivent les Skaven, et ce mage est tué, mais quand il meurt, il invoque un familier de magie et appelle au secours les autres elfes, dont un vaisseau qui n'était pas très très loin, plus Ulthuan qui répond à l'appel. Alors pour l'histoire, quand celui qui répond à l'appel à la fin, c'est carrément Tyrion. Je n'ai pas mis Tyrion à cette partie, parce que déjà, c'est peut-être un peu abusé à amener Tyrion direct pour les Hauts-Elfes. Comment j'ai tourné ça? Alors, les listes d'armées sont bien spécifiques, parce qu'il y a l'armée qui défend la tour, il y a l'armée de défense qui est arrivée, qui était sur un vaisseau pas très très loin, un vaisseau, je parle bien de l'eau, pas un vaisseau aérien des hommes lézards. C'est vraiment quelque chose, une aide opportune qui était vraiment pas loin à naviguer, pas très très loin. Il y a donc une force de défense, une force de renfort et 2 autres forces de renfort qui arriveront plus tard dans la partie. On va dire les renforts qui viennent de plus loin. Donc, déjà, la liste d'armées des Hauts-Elfes qui défendent.
Pour le mettre dans notre timeline, eh bien c'est Aliatra qui défend, parce qu'Aliatra, dans ma timeline, n'a pas été capturée par Manfred. Elle est encore au service d'Ulthuan et au service donc du roi Phénix, hein, qui techniquement est Finubar, mais qui n'est pas vraiment son père, qui est donc Tyrion à la base. L'armée de défense du temple, comme vous voyez pour l'armée des hauts elfes, c'est Aliatra donc. Le seul truc, c'est que, étant donné qu'elle aussi elle est cheatée en termes de règles, elle ne comptera pas dans la partie. Je vous expliquerai après. Il y a également 2 unités de base qui l'accompagnent, c'est 5 patrouilleurs aériens qui servent un petit peu à faire la patrouille sur la petite île, 20 gardes maritimes qui dirigent son petit bateau, et 20 maîtres les épées d'Oest qui sont sa défense absolue. C'était quasiment ça la liste demandée pour la partie de l'île de Sang sur le scénario de Games Workshop. L'armée de renfort qui est venue par un navire, c'est l'armée de renfort d'infanterie. C'est vraiment un bateau qui arrive au moment opportun. Il y aura donc, pour aller aider Aliatra, un maître du savoir, un nul d'azurian et un archimage du feu. Il y aura un homme des mers GB, 31 gardes maritimes, 10 archers, 40 lions blancs, oui, 40 lions blancs avec la bannière du dragon monde, 24 gardes phénix, 20 maîtres des épées, 10 guerriers fantômes, 3 balistes serres d'aigle et 10 sœurs d'Avelorn. Alors, je vous ai mis ça pour vous représenter déjà que les hauts elfes, en fait j'ai mis toute mon armée, tout ce que j'avais de disponible, et j'avais même pas assez de Skaven pour faire la partie, donc j'ai demandé à Julien de me passer d'autres Skaven. Les Skaven, quant à eux, comme vous le voyez, ils ont une armée gigantesque, et ils ont 3 armées finalement qui en forment qu'une seule. Les Skaven, je ne vais pas tout détailler parce que comme vous le voyez, il y a une armée Skaven plus basée sur Skryre, qui sera commandé par le technomage Ratchit, mais qui a un seigneur au-dessus de lui qui le manipule. Il y a le clan plutôt pestilien, là qui est le seigneur Longue-Queue, le prêtre de la peste, qui est donc plutôt la version offensive et magique. Et il y a enfin le clan Moulder, qui lui est le clan tanker et absolu, le gros chef, c'est le seigneur Skrit de guerre, celui qui techniquement commande les 3 autres. Donc vous avez dans l'ordre Julien en haut, Julien au milieu, oui je sais ce sera pas facile, et il y aura en bas Louis. Tout ça, voilà, c'est les listes que j'ai filées à ces mecs-là, qui là aussi ressemblent bien à ce qui a été amené pour attaquer l'île. Je continue avec le scénario. Alors le scénario, comme vous avez compris, c'est une petite défense toute pourrie commandée par Aliatra, donc de 3 régiments à peine, contre une énorme masse de Skaven, et arrive au début de la partie l'armée d'infanterie qui vient essayer de percer la ligne des Skaven pour atteindre l'endroit que défend Aliatra, et donc pour aller sauver les hauts elfes. Donc les armées se coordonnent un petit peu. Mais surtout, elles sont trop grosses. Elles sont trop grosses, hein. Les Skaven sont gigantesques, il y a beaucoup de Skaven sur la table, et dites-vous que ça ne suffit pas à ce qu'on a mis. Donc en fait c'est simple. Les unités Skaven, qui sont entièrement détruites au corps à corps et au tir, sauf les personnages ou les creusets ou les cloches bien entendu, eh bien ils reviennent sur la table par le fond de la zone de déploiement des Skaven. C'est pour montrer la multitude en fait. Ça c'est une règle qu'il y avait dans le White Dwarf, mais ils avaient aussi mis cette règle pour les hauts elfes. Faut pas abuser non plus quand même, hein. Moi je l'ai enlevé celle-là. J'ai mis que pour les Skaven le fait que s'ils sont détruits au corps à corps ou au tir, attention pas à la magie, ils peuvent revenir entièrement à la vie. Les renforts aux elfes par contre, parce qu'eux ils disposent bien de renforts, mais plutôt d'unités de renforts qui arrivent un peu plus tard dans la partie, ils arrivent bien à la fin du tour 1 des hauts elfes, pour une vague de renfort, et à la fin du tour 2 des hauts elfes. Ce qui fait que les Skaven pourront réagir avant que les hauts elfes agissent eux-mêmes. Ça aussi c'était abusé. Dans la partie de Games Workshop, ils arrivaient et tout de suite ils pouvaient charger les hauts elfes. Ce qui est totalement abusé, parce qu'en plus dans le renfort de Games Workshop, il y avait 3 dragons qui arrivaient à un moment. Moi je n'ai pas de dragon. Donc vous verrez après les endroits où ils arrivent et où ils se déploient. Comment on gagne ? Comment on gagne cet énorme scénario? Eh bien c'est simple, si les Skaven tuent tous les défenseurs de la tour, rappelez-vous qu'il y a 2 tables, la grande table c'est l'armée de renfort d'infanterie et l'armée Skaven, et la petite table c'est le passage de la tour où il y a Aliatra, on en viendra en détail après. Si les Skaven tuent tous les défenseurs de la tour, ils gagnent. Ils doivent tuer 20 gardes maritimes, 20 maîtres des épées d'OS, 5 patrouilleurs et Aliatra. Aliatra comptant là vraiment sans aucun bonus, hein, c'est juste une petite sorcière. C'est la seule façon que les Skaven ont gagné. Voilà, c'est compliqué pour les Skaven, faut l'avouer. Si les hauts elfes amènent au moins 40 figurines d'infanterie à 6 pas au-delà de la zone de déploiement Skaven, c'est les hauts elfes qui gagnent, parce qu'en fait ils ont percé l'arrivée des Skaven et ils atteignent en fait l'entrée du passage qui mène à la tour, et donc empêchent les Skaven de l'atteindre et niquent les Skaven. Mais aussi, pour que les hauts elfes gagnent, ils peuvent, s'ils n'arrivent pas à passer la ligne de Skaven, ce qui est très fortement probable, les hauts elfes peuvent gagner s'ils arrivent à lancer le fameux sort de la destruction ultime qui est renfermé par la pierre du Phénix.
Ce sort-là, il ne peut être lancé que par la fille, enfin le personnage qui fouille dans la tour. Voilà, c'est vraiment que Aliatra qui peut lancer ce sort-là, qui n'a pas de valeur de sort, c'est juste un sort qui sera lancé selon des réussites, vous le verrez plus tard. Cette fameuse tour, la défense du passage pour la tour, c'est la deuxième table, c'est la petite table. Alors comme vous le voyez, hein, la petite table, elle a vraiment son monopole. Alors normalement, ça se joue sur un pont techniquement, mais moi je n'ai pas quoi vous fabriquer une table absolument magistrale comme ils avaient à Game Workshop. Je ne peux pas vous faire ça sur le White Dwarf, je peux vous faire que 2 petites tables de mon cru, donc ça ne sera pas un pont, hein, c'est un passage d'énergie magique pour moi. C'est en fait un énorme canal, si vous avez vu Stargate, vous voyez de quoi je parle. qui vous mène en fait simplement entre les colonnades. Le reste est infranchissable et il n'y a toujours, comme vous le voyez, qu'une seule unité qui peut entrer dans le passage. Que ce soit du côté des hauts elfes depuis la tour, que du côté des Skaven. C'est la seule règle la plus importante, c'est qu'il n'y a qu'une seule unité Skaven et hauts elfes qui peuvent combattre dans le passage. Et de toute façon, vous ne pouvez pas passer autrement. L'assaut par les Skaven, qu'est-ce qu'ils vont envoyer dans le passage? Eh bien c'est simple, c'est une unité qui est à 6 pas de l'entrée du passage, comme vous le voyez sur la grande table. Attention, une seule unité, ce qui veut dire que si les 3 Skaven, les 3 généraux mettent chacun une unité, il va falloir qu'ils se mettent d'accord sur laquelle passer, en espérant que ce soit des bons Skaven et qu'ils s'entretuent rien que pour le passage. Les unités combattantes dans le passage, c'est-à-dire une unité Skaven, une unité haut elfe, encore une fois, elles sont toutes indémoralisables, pas de peur, pas de terreur, immunisées psycho, on s'en branle, mais par contre elles sont instables. Pourquoi? Parce que c'était normalement pour représenter le fait que tu peux glisser du pont et tomber dans le vide, là ce sera simplement que tu glisses et tu tombes dans le canal de magie sur les côtés qui t'absorbe et qui te détruit. Donc les unités sont instables pour cela, ce qui est très important. Si l'unité est détruite au corps à corps dans le passage, imaginons que les raogres qui sont dans le passage ou les moines de la peste qui sont dans le passage, attention sans le creuset, hein, ce ne sont que des unités d'infanterie ou d'infanterie monstrueuse qui peuvent rentrer dans le passage. Pas de creuset, pas de roi infernal, pas d'abomination de Malphos. Si l'unité est donc détruite au corps à corps dans le passage, c'est très simple, elle est directement remplacée par une autre qui charge tout de suite le vainqueur, même si c'est pas son tour. Imaginons que c'est le tour des Skaven. Les encenseurs de la peste ont tué les gardes maritimes à leur tour, boum, direct t'as les patrouilleurs aériens qui arrivent en corps à corps. Voilà. Et avec le bonus de charge, c'est-à-dire les lances. Enfin, 2 règles pour finir, le sort de destruction ultime, ce qui est donc l'une des façons pour les OF de gagner. Si Aliatra reste dans la tour, parce qu'elle peut aussi défendre, je ne conseille pas qu'elle défende, elle doit rester dans la tour, elle recherche les vestiges de la pierre du phénix, et donc elle ne peut même pas jouer, elle ne peut pas lancer de sort, elle ne peut pas canaliser, elle ne peut pas dissiper. À chaque fin de tour des hauts elfes, Aliatra obtient une réussite de recherche sur un 4+, elle lance 4d6 par fin de tour. Elle trouve un morceau de la pierre en fait qu'elle assemblera juste après. Pour trouver la pierre intégrale, elle doit réussir 8 fois, elle doit faire 8 réussites pour gagner. Si Aliatra trouve la pierre, elle lance à la fin du tour le sort, il n'y a pas besoin de jet de lancement, c'est juste que c'est sur un des 6, c'est seulement un des 6, et voilà ce qui se passe. Si elle fait un 1, elle est tuée par le sort, si elle fait un 2 et 3, elle ne parvient pas à lancer, mais elle peut réessayer au tour suivant, et si elle fait un 4 ou plus, elle balance tout le pouvoir de la pierre du phénix, elle annihile l'armée Skaven, et les hauts elfes gagnent. Enfin pour finir, l'alliance Skaven, que j'ai mis entre guillemets, le général techniquement de l'armée au début de la partie, c'est Skrit, c'est donc le général qui est avec la cloche hurlante, enfin à côté de la cloche hurlante. Mais si les Skaven l'emportent, c'est le général ou son lieutenant le plus proche du passage de la tour qui gagne. Imaginons, Skrit est au corps à corps avec sa cloche hurlante et ses marines de choc loin du passage, et que c'est Ratchit, le technomage, qui est dans le passage avec plein d'esclaves et qui tue Aliatra pour finir les défenseurs, eh bien c'est lui qui gagnera, c'est ce général-là. Je compte bien général symbolique, pas général de seigneur, d'accord? Si c'est par exemple que dans le passage, ce ne sont que des raogres, mais donc qui sont commandés par Skrit, qui ont niqué tout le monde, mais que à l'entrée du passage, il y a Gripke, lui-même avec son prêtre de la peste, donc ses moines de la peste qui tiennent la porte pour empêcher les OF de passer, eh bien c'est lui qui gagnera parce que c'est un personnage. Voilà. Par contre, pour éviter cela, parce qu'il y a quand même de la politique Skaven en jeu, eh bien les personnages Skaven peuvent tirer, frapper au corps à corps ou lancer des sorts sur d'autres persos Skaven sans malus. Ce qui veut dire qu'ils peuvent même faire des tirs précis. Voilà, parce que le but c'est de voir quand même des Skaven s'entretuer. S'il y a un général Skaven qui atteint même son objectif caché, il devient directement le gagnant si les Skaven l'emportent.
Même plus besoin de regarder le placement ou quoi que ce soit. Ça sera très impossible, hein, quasiment, qu'il y ait plusieurs General Skaven qui arrivent à faire leurs objectifs cachés. Et enfin, pour ne pas détruire la pierre, pour avoir peur de la faire exploser ou quoi que ce soit, toutes les armées Skaven ne peuvent tirer ou lancer de sorts en direction de la tour ou du passage. Ils ne peuvent pas affaiblir les hauts elfes qui défendent. C'est assez logique aussi. Donc voilà, les dernières choses à parler, c'est les objectifs cachés des Skaven. Bien entendu, les autres joueurs n'en avaient aucune idée de ce que leurs collègues pouvaient faire. Donc pour Ratchit, qui est donc le seigneur technomage, enfin le général technomage de l'armée de Scryer, il doit tuer 50 figurines, enfin, toutes ses armées, hein, toute son armée, c'est-à-dire les canons Malfoud, les roues infernales, les Jedi, le prophète gris, le technomage. Ils doivent tuer 50 figurines avec des armes à Malfoudre. Ils sont tous équipés d'armes à Malfoudre, donc ça ne sera pas trop dur. Pour ce qui est du clan pestilien, le prêtre de la peste longue queue a d'automatique en magie le sort peste. Déjà, alors que c'est un niveau 2. Et pour gagner son objectif caché, il doit lancer au moins 3 fois dans la partie le sort peste. Voilà, ça c'est logique aussi. Et enfin, pour ce qui est du clan Moulder, le général Skrit, hein, le grand général de l'armée, le personnage Skrit, il doit voir mourir, doit faire mourir 2 lieutenants des rivaux, c'est-à-dire soit le prophète gris du clan Scryer, soit le chef GB du clan pestilien. Il doit voir les deux mourir. Il doit plutôt leur dire, toi tu vas là et tu fais ce que je te dis et tu meurs devant moi. Voilà, c'est donc comme ça qu'allait se passer la partie. Comme vous le voyez, pour les forces de renfort des hauts elfes, arrivera à la fin du tour 1 un renfort de cavalerie, alors commandé par un seigneur griffon qui est cheaté au corps à corps, plein de chars, des cavaliers lourds, et enfin arrivera en fin du tour 2 des renforts aériens, c'est-à-dire un énorme seigneur sur dragon lunaire qui vaut plus de 600 points, et 2 phénix, pour amener tout ça dans la partie, pour aller traverser la ligne des Skaven, qui, je vous le rappelle, peut revenir au corps à corps si elle est détruite. La magie, Louis avec son prophète gris, qui est on va dire le sous-fifre de Skrit, son seigneur de Moulder, il a eu la malfoudre, la tempête warp, la frénésie mortelle et le très redouté 13e sort, et en plus il a eu 3 fragments de malpierre, qui comptent comme des dés de pouvoir qui peuvent être utilisés quand vous voulez. Julien, le seigneur de la peste, longue queue, a eu peste donc automatique et décrépitude pour baisser l'endurance, qui est énorme en termes de jeu, surtout contre des elfes qui ont déjà pas une endurance de fou. Et enfin El Magnifico, Julien avec Ratchit, et donc également un autre prophète gris. Le technomage a eu le geyser de flamme, parce que c'est un technomage niveau 2 de la ruine, geyser de flamme et le malfoudre, et son prophète gris a eu le souffle pestilentiel, il a eu la frénésie mortelle, l'évasion et l'infecte bénédiction, et aussi 3 fragments de malpierre. Pour ce qui est de Marie, qui commandait les forces d'infanterie OL, c'est-à-dire Aliatra en elle-même, la défense de la tour, la défense du passage et l'armée de renfort infanterie, elle a eu un maître du savoir, donc il connaissait les 8 domaines de magie, les 8 primaires du domaine de magie, et elle a choisi un archimage du feu, qui a eu le primaire, la boule de feu, qui a eu la cape embrasée de ruine, qui permettait de relancer les blessés loupés sur l'unité du lanceur, et sur le sorcier. Elle a eu... qu'est-ce que tu as eu d'autre? Tu as eu la tête embrasée. En fait, tu as fait le 0, 1, 2, 3. Et le dernier, je me souviens plus ce que c'est, ça doit être... Oui, la cage enflammée, je crois, c'est ça. Un truc comme ça. Voilà, en gros, en termes de magie, vraiment intéressant. Donc pour finir, les déploiements. Les déploiements, comment ça s'est passé? Alors, bien entendu, dans la zone de la tour, elle a déployé dans l'ordre qu'est-ce qui allait arriver au fur et à mesure en défense, c'est-à-dire qu'elle a commencé par les gardes maritimes, 20 gardes maritimes, ce qui fait que ils pourront, eux, tirer une fois vers ce qui arrive, parce qu'ils ne sont pas en direction de la tour, avant d'être au corps à corps et finalement mourir au combat une bonne fois pour toutes. Ensuite, elle a mis en deuxième vague de renfort les maîtres des épées d'OS, qui seront très durs à passer à cette partie. Et enfin, pour finir, si jamais elle a besoin d'une dernière charge héroïque avant, en dernière chance, c'est 5 patrouilleurs aériens. Voilà pour ce qui est du déploiement dans la tour. Pour ce qui est du déploiement sur la grande table, comme vous le voyez, c'est une grande table que j'avais travaillé un petit peu avec justement le passage et la petite table. C'est une grande table en L qu'on avait fait pour cette partie, c'est très sympa. Donc les Skaven se sont massés complètement. Vers le passage, ils avaient mis les Raogres, les canons Malfoud pour couvrir l'arrivée des Raogres, des esclaves sur les deux flancs pour tanker tout ce qu'il y avait, les roues infernales en premier plan, les rats géants et l'abomination vers la zone d'arrivée dans le renfort des cavaleries, la catapulte de la peste tout au fond, et au centre, les énormes nœuds creusés, cloches hurlante avec les équipes d'armes, tout ce qui est monstrueux. Pour ce qui est de Marie, avec ses arrivées, enfin l'arrivée, on va dire, de l'armée de renfort infanterie, elle a émis une énorme base de tir, 3 balistes à répétition, des archers, des sorts d'Avelorn et des gardes fantômes un petit peu en retrait ou sur la colline, et enfin en ligne pour percer. À son flanc gauche, son élu d'Azurian qui avait des attaques enflammées avec
les maîtres des épées de OS. Elle avait mis en plein centre les gardes maritimes avec la GB et l'énorme stock de lions blancs, 40 lions blancs, invulnérables de plus contre tout ce qui est magique, c'est-à-dire les armes à malpierre et tout ça. Et en plus derrière aussi, sur son flanc droit, son général avec les gardes phénix. Donc ça va être brutasse. Le premier tour, bien entendu, a été pour les Skaven, parce qu'il faut bien qu'ils défendent, eux, correctement. Correctement, c'est bien dit entre guillemets. Donc on est parti pour cette énorme bataille de l'île de sang, en espérant que ça vous plaise. À 5 joueurs, allons-y, c'est parti. Donc le premier tour des Skaven. Alors Louis qui commande tout ce qui est un peu Moulder envoie déjà un régiment de Raogre à travers le passage. Ils sont téléportés, ils arrivent à traverser, ils auront donc à affronter des gardes maritimes. Il fait ensuite avancer, ils font aucune charge maintenant, il fait avancer son abomination, elle fait un superbe 13 pas, il décide de l'avancer au maximum pour aller affronter les maîtres des épées de OS. Pour ce qui est des roues infernales, alors celle de leur flanc gauche, elle fait un 14 pas, elle s'arrête à quelques pas des lions blancs. Par contre, pour ce qui est de la seconde, elle s'arrête juste à un seul pas des gardes maritimes. Ils étaient un peu déçus, ils auraient pu faire une très belle charge. Pour ce qui est du reste, eh bien, ils font avancer sur la même ligne la cloche et les moines de la peste, presque sur la même ligne, un petit peu en escalier. Les esclaves viennent bloquer les hauts elfes vers l'entrée du passage pour éviter qu'ils traversent la ligne. Pour ce qui est des guerriers des clans et des autres esclaves sur leur flanc droit, là aussi ils avancent un petit peu en éventail pour entièrement bloquer n'importe qui pourrait arriver. Ils font avancer leurs rats géants pour déjà aller embêter les renforts de cavalerie qui vont arriver à la fin de ce tour. Pourquoi? Parce qu'ils ont raison. La cavalerie qui ne charge pas, surtout en haut elfe, elle est beaucoup moins importante et impressionnante au corps à corps. Ils avancent légèrement les Jedi pour les placer... non, ils les avancent pas, ils les laissent en embuscade derrière les collines. Ils auront un malus pour tirer, mais eux, on a un malus pour tirer sur eux aussi, ça c'est sûr. Pour le reste, eh bien, c'est assez simple, hein, ils en restent là. À la magie, il se passe un 6 et 3. Ils avaient toujours 2 dés pour les 3 joueurs. Donc ils devaient se coordonner. Et ce qui nous a vraiment étonné, Julien étant un très bon technomage, le magnifique quoi. Il était vraiment un très bon technomage, c'est-à-dire qu'il était tout à fait en train de coordonner derrière Louis qui était le général, en disant ouais mais vous pouvez prendre ça, et puis moi je prendrai ça s'il reste. Très bon coordinateur. C'était un joueur Skaven redoutable à l'époque, et il l'est toujours aujourd'hui. Il y a d'ailleurs une petite canalisation qui est faite par le prêtre de la peste. Parlons de queue, parce que lui, il aime la magie. Donc déjà, il y a un prophète gris, celui sur la cloche, qui lance sur les lions blancs... il lance un malfoudre qui fait 2 touches mais qui ne fait rien derrière avec la dragon monde, bien entendu, vulnérable de plus, faut pas pousser. Derrière après, il y a le technomage qui lui aussi lance un malfoudre sur les gardes phénix, qui est droit devant lui parce que son technomage est dans son régiment d'esclaves. Il a tiré et a bousillé 2 gardes phénix. Marie-Camille n'a fait aucune invulnérable à 4+. Et enfin, il tente le coup, hein, il tente un très redouté 13e sort avec le prophète gris de Louis sur la cloche sur les lions blancs, et ils se loupent au lancement, ils font que 21 sur 25. Donc déjà la phase de magie des Skaven s'arrête là. Ensuite la phase de tir. Il y a beaucoup de tirs dans l'armée Skaven, on ne s'attendait pas à ce qu'il y en ait autant en fait. Même moi je savais même pas qu'il y en avait autant dans une armée aussi basée tir, ce qui est quand même intéressant, et surtout ils ont une cloche. La cloche au premier tour elle sonne à 1 dé et elle fait avancer à 3 pas les Skaven de l'unité, donc ils avancent encore un peu plus avec leur lance-feu qui les suit légèrement, mais vraiment quelque chose un petit son là qui est un petit peu flippant. La roue infernale qui crache dans les lions blancs, elle crache à force 2, elle ne fait rien derrière, et la dragon monde, faut pas pousser. La roue infernale qui est dans les gardes maritimes, elle fait un incident, et un incident 6, qui fait qu'elle avancera et fuira de 4d6 maintenant. Nom de Dieu, trop de puissance. Ensuite, il y a une fusée funeste, la fusée funeste de Julien, de Ratchit, d'Almanif, qui vise les gardes phénix. Et il sait très bien la calculer, hein, la fusée funeste. Il la calcule à 6 dés. Et finalement, en fait, pour une fois, Monsieur 5-6 frappe trop fort. Il fait 24 pas et elle va trop loin derrière les gardes phénix. Ce qui est un petit peu embêtant. Ensuite vient le tir des canons. Les canons, il y a un canon qui tire en direction des gardes phénix, qui a un incident, mais un incident sans malus pour le début. Un autre canon qui tire sur les gardes phénix, qui en touche 13 parce qu'il fait un hit magnifique à force 4. Il y a 11 blessures, force 4, 11 blessures dans les gardes phénix, et Marie n'en perd que 3 avec l'invulnérable de 4+. Voilà,
C'est sûr que là, quand ça fait comme ça, voilà, on peut pas faire grand chose. La catapulte de la peste tire sur les gardes maritimes, mais elle dévie, hein, elle dévie de beaucoup, elle dévie de 8, elle s'en va très loin, très loin de son objectif. Ensuite, l'obusier, le mortier à globe toxique, lui aussi tire dans les gardes maritimes. Il en touche 6 et en bute 1. Non, il en tue 6 avec un hit, pardon, donc pas mal là par contre. Hein. Il rattrape plutôt bien son coup. Et enfin, pour finir, les Jesai qui tirent en direction des gardes maritimes et qui en tuent 1. Donc voilà, ça a tiré dans tous les sens. C'est quand même quelque chose d'important quand tu es un Skaven de pouvoir tirer au loin sur des hauts elfes. Moi je trouve ça un peu abusé, mais bon, c'était très sympa. Donc direct pour le tour 1 des hauts elfes, Marie qui dirige donc les deux tables. Hein. Alors on faisait d'abord toute la grande table avant de faire le corps à corps de la petite table. Le tour 1 des hauts elfes, c'est la charge tout de suite. La charge des gardes maritimes dans la roue infernale. La charge... des gardes maritimes sur la roue infernale, la charge des gardes phénix et des lions blancs dans la roue infernale, parce qu'elle voulait se faire plaisir, et la charge des maîtres des épées d'Oès dans l'abomination de Malphos. Pas de mouvement, elle reste où elle en est, pourquoi? Parce qu'elle a avancé plutôt toutes ses unités de breteurs, et ses unités de tir, quant à eux, vont rester en arrière. À la magie, elle fait un double 5, mais il y a 2 canalisations Skaven. Donc elle tente de booster avec le feu ses gardes maritimes pour qu'ils puissent balancer des touches sur l'adversaire. Elle le passe, mais c'est dissipé derrière. Elle tente ensuite une tête embrasée au maximum, alignée en direction des moines de la peste, puis des guerriers des clans qui sont derrière, pour faire plein de touches force 4. Elle le passe, mais il y a une dissipation automatique derrière. Donc toute sa magie est empêchée à ce tour-là, ce qui est aberrant, sachant qu'elle a un niveau 4 et qu'en face, il y a quand même 2 niveaux 4 aussi. Hein. Faut pas pousser. Voilà la phase de tir. La phase de tir des hauts elfes, pour moi, ça a toujours été un petit peu moyen. Franchement, je dois l'avouer. Par contre, Marie, quand elle les gère, attention, les hauts elfes, ils tirent. Hein, et quand ils tirent, ils rigolent pas. Les gardes fantômes, déjà, ils tirent sur le lance-feu de la cloche. Poum, il l'explose. Direct, ils sont 10, ils tirent, ils lui enlèvent 2 PV. Elle est out. Les sœurs d'Avlorn, quant à elles, tirent sur le creuset. Elles enlèvent un PV au creuset. C'est déjà pas mal avec une force de 4. Hein. Ensuite, les archers tirent sur les vermines de choc qui poussent la cloche. Elles tuent, ils tuent, alors que c'est 10 archers à force 3. Hein. Ils tuent 3 vermines de choc, alors qu'ils sont encore à longue portée, les mecs. Et enfin, il y a une balise qui tire en trait unique sur le creuset. Elle lui enlève un PV. Elle voit que ça peut marcher, qu'on peut lui finalement tomber le creuset très vite. Elle tire avec ses 2 autres balises en direction du creuset. Malheureusement, elle loupe une et elle ne blesse pas l'autre. Donc moyen pour cette premier tir, mais bon, déjà ces petites piétailles d'infanterie force 3 arrivent à enlever des mecs en face. Moi plutôt c'est d'habitude les balises qui tuent. Donc pour ce qui est des corps à corps, eh bien alors comme vous voyez les Skaven étaient très contents hein, d'avoir survécu à ce tir de baliste. Pour ce qui est des corps à corps, la roue infernale qui affronte les gardes maritimes. Bah déjà, il y a moins 3 PV à la roue infernale, hein, ça c'est sûr que même s'il n'y a pas beaucoup de force en face, il y a beaucoup de frappes, ça c'est sûr. Mais derrière après, elle tue 2 gardes maritimes, elle perd le combat largement, hein. Elle s'enfuit, Marikam reste là avec ses gardes maritimes, ne pas faire de tremplin avec ses unités, et elle s'enfuit de 12, parce qu'elle s'enfuit de 4d6, la roue infernale. Pour ce qui est ensuite de l'abomination de Malphos qui affronte les maîtres des épées de Oeth. La mauvaise surprise pour la boss, c'est que les Ludazurians avaient des attaques enflammées. Donc ça déjà, ça peut être très intéressant. Et avec toutes les attaques qu'ils font, ce qui fait 18 attaques de maîtres des épées de Oeth à peu près, avec les attaques de les Ludazurians, il y a 5 PV à labo qui sautent. 5 PV, ce qui veut dire qu'il lui reste 1 PV. Et avec toutes les attaques qu'elle fait labo, alors elle fait déjà l'attaque tête, ce qui n'est pas vraiment la meilleure, et son piétinement furieux, elle ne tue que 3 maître des épées de Oeth. L'abomination reste à 1 PV et elle reste là avec son commandement de ténacité. Donc franchement, c'est pas mal. Enfin, la roue infernale contre une horde de lions blancs et un général au elfe avec ses gardes phénix, un petit peu remontés, bah là, elle explose direct, elle a même pas le temps de faire quoi que ce soit, la pauvre. Et une reformation des lions blancs et des gardes phénix est en lieu et place pour Marikam. Donc les roues infernales ont été repoussées, l'abomination va certainement mourir au prochain tour, et c'est là que au loin on entend les corps de Tyrannok et d'Ellyrion arrivent, les renforts montés, les renforts de cavalerie des hauts elfes. Le seul truc, c'est Arthur qui commandait cela, le seul truc c'est que les Skaven se sont très bien placés, la zone de déploiement de la cavalerie est extrêmement gênée par la présence de labos, des rats géants et des guerriers des clans qui sont prêts à fondre sur les renforts. C'est très bien pensé, ils ont bien géré l'arrivée du renfort de cavalerie, ce qui fait que déjà, Arthur ne pouvait pas tout poser.
il ne pouvait pas tout poser, il n'y avait pas assez de place. Donc il pose d'abord ses hommes d'argent face aux rats géants, au lance-feu, au guerrier des clans. Il pose ensuite son seigneur sur Griffon à l'arrière, entre la bow et les hommes d'argent. Il pose ensuite son cotre volant, vu qu'il est volant, il va pouvoir se déplacer un petit peu mieux, et ses patrouilleurs aériens qui pourront très vite se replacer. Et ça fait déjà beaucoup plus de menaces pour les Skaven, mais une menace qui est encaissée et qui est problématique pour l'arrivée des renforts aux elfes. La multitude de Skaven en fait les gêne, hein. Ils arrivent en courant et en fait très vite ils sont empêtrés dans des corps à corps ou vont être empêtrés dans les corps à corps. Ça gêne énormément. Enfin, dernier corps à corps de ce premier tour, eh bien c'est le corps à corps dans le passage. Dans le passage, il y a 6 Raogres qui ont traversé le passage magique et qui arrivent devant une volée de tirs des gardes maritimes qui leur enlèvent 2 PV avant qu'ils arrivent au corps à corps d'une violence absolue. Il y a Marikam qui commande ces gardes maritimes et dans une violence impressionnante, elle arrache 9 PV au Raogre, 9 PV avec des gardes maritimes quand même, hein. 9 PV dans les Raogres et enlève également 3 maîtres de meute derrière, ce qui fait que derrière après il n'y reste plus que 2 Raogres et quelques maîtres de meute à l'arrière qui à eux deux quand même arrivent à arracher 11 gardes maritimes. Ça reste là pour le corps à corps. Il y a encore quelques gardes maritimes, il y a encore quelques Raogres. Les autres Raogres à l'arrière sont bloqués. Les maîtres des épées aussi. Il n'y a qu'une seule unité qui peut combattre jusqu'à la mort dans ce passage. Autrement dit, la bataille va continuer. Les Raogres n'ont pas percé les gardes maritimes. On pensait qu'ils allaient être roulés, qu'ils allaient être complètement écrasés. Mais non, ils ont survécu en arrachant quand même, il faut l'avouer, 9 PV. C'est très rare. De l'autre côté, pour finir ce tour 1, c'est Aliatra et ses recherches, les recherches d'Aliatra qui fouillent à l'intérieur de cette tour qui est l'épicentre du ressenti magique de la pierre du phénix et sur 4d6, à 4+, elle obtient une réussite. Marikam nous fait 4, 4, 5, 6. Elle obtient 4 réussites sur 8 à la fin du premier tour, ce qui met une pression absolue aux Skaven. Elle a trouvé déjà la moitié des vestiges de la pierre du phénix alors qu'on vient tout juste de finir le premier tour. Le tour 2, eh bien le tour 2 des Skaven, c'est parti, ils y vont, ils lâchent tout. Déjà il y a l'arrivée des unités qui ont été détruites, c'est-à-dire il y a le retour d'un lance-feu et d'une roue infernale qui arrivent finalement assez vite en renfort. Les charges, bah, ils y vont, bien entendu qu'ils y vont. Il y a les Raogres et les rats géants pardon, et les guerriers des clans qui chargent les hommes d'argent. Louis envoie un petit peu de soutien pour aller tabasser, surtout pour pas se faire charger par de la cavalerie lourde aux elfes. C'est les seules charges qu'il y a, c'est vraiment la seule. Pour ce qui est du reste, eh bien, le ralliement de la roue infernale devant les creusets des moines de la peste se passe parfaitement, vraiment parfaitement, sinon bah, on voit bien le clan Skrar qui a dit non, on va pas trahir tout de suite et traverser les moines de la peste, on va essayer de la rallier, et ils y arrivent. Pour ce qui est du creuset, qui lui, il libère un peu de place pour la roue infernale qui arrive derrière, il s'écarte un petit peu sur la droite, et la roue infernale malheureusement qui vient juste de se rallier, n'avance que de 6, ce qui est un petit peu dommage, et le lance-feu lui aussi avance au max, c'est-à-dire à 5 pas, puisqu'il ne peut pas faire de plus vu qu'il arrive comme des renforts. Pour le reste, eh bien, les Skaven restent là, il y a seulement les esclaves du flanc droit qui se reforment aussi pour voir toute la cavalerie arriver, les restes des Skaven s'entassent sur une ligne de défense vers la zone de déploiement, pour empêcher les hauts elfes de passer et vraiment marquer un passage. Venez nous chercher, bande de tafioles en robe longue. Pour ce qui est de la magie, 5 et 1, et encore une canalisation du creuset de la peste avec les Skaven. Donc tout de suite, Longuequeux, donc Julien, tente de lancer peste sur les guerriers maritimes à 5D. Il fait pile poil 13 donc pour le lancer, et Marikam utilise le parchemin dissipation que possède son archimage. Derrière après, il reste un malfoudre qui est lancé sur les sœurs d'Avelorn, mais il est loupé parce que Louis ne l'a lancé avec son prophète gris sur la cloche qu'à un seul dé avec un niveau 4, et il fait un 1, ce qui fait qu'automatiquement il a loupé son sort. C'est vraiment dommage parce que bon, après Marie, il lui restait 5 dés pour dissiper. Donc là, vraiment la magie Skaven, ça fait 2 tours qu'elle ne fait rien. Pour les tirs, la roue infernale qui tente de retenir ses tirs comme au tour d'avant, ce qui nous étonne vraiment, hein. Les roues infernales retiennent leurs tirs pour éviter de taper dans les... Enfin non, dans le tour d'avant elles étaient à portée des elfes, pardon. Mais là ce tour-là elles sont au milieu des rangs Skaven et elles décident de ne pas lâcher leur trait. Bon, ils sont pas vraiment Skaven mais c'est pas grave. Ensuite, le lance-feu qui est en direction qui est juste à côté des rats géants qui sont en contact avec les hommes d'argent, décide de cracher dans les gardes maritimes, et Julien nous fait une grande démonstration des lance-feux Skaven, car il fait une explosion qui tue 2 hommes d'argent, 2 guerriers des clans et 5 rats géants.
c'est parfait, c'est juste parfait. Pour ce qui est de la cloche, alors là c'est vraiment impressionnant. Elle fait à 3D, je crois qu'il fait le score qui donne plus une attaque à 12 pas autour de lui et qui fait sur toute la table à 4 +, écrouler les bâtiments. Alors bien entendu, ça ne compte pas pour la table de décor du passage, mais ça compte pour toute la grande table. Ce qui est vraiment quelque chose d'aberrant. C'est génial. Le mec, ça y est, ouais, il commence à sonner comme un gros taré. Donc, il fait exploser une statue de lion de l'entrée du passage. Il fait également écrouler au fond la statue, on va dire le décor ancestral de colonne. Et tous les Skaven autour de lui ont plus une attaque. Donc c'est vraiment, voilà, ça sonne très 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 fort. Il y a un canon qui tire sur les gardes phénix qui encore fait 6 touches force 8 et qui en tue 4 à lui seul. Et le second canon sur les gardes phénix, lui, est beaucoup trop long. Par contre, il tire derrière, très loin, au-delà. Ensuite, le technomage qui est de Louis, qui est tout seul, juste derrière sa cloche, qui se dit, bah tiens, je pourrais tenter quelque chose, j'ai peut-être un truc de possible, tente de tirer sur les gardes maritimes en sniper avec son mousquet à malpierre, mais n'y arrive pas. Le technomage par contre de Julien, qui lui aussi a un mousquet à malpierre, tente de tirer lui aussi sur les gardes phénix, mais ne fait rien non plus. Aucun des deux ne fait un 1. Ils ne se prennent pas de touche dans la gueule avec leur attaque à malpierre. La catapulte de la peste tire sur les gardes maritimes et nous fait un incident 5 et ça dévie en direction de 3d6 et c'est l'adversaire qui, donc c'est Marie qui décide où est-ce que ça se déplace et ça se déplace vers les Jedi et ça tue rien. Pardon. Ensuite c'est le tour des Jedi qui eux tirent sur les gardes maritimes et en tuent 2, mais il y en a un qui fait un 1 et qui se prend sa touche de force 6 dans la gueule et qui meurt. Et oui, c'est des armes à malpierre, c'est assez aléatoire. Enfin, le mortier à globe toxique tire sur les gardes maritimes et dévie de 8, malheureusement. Il ne fait pas grand chose et en reste là. Pour ce qui est du corps à corps, parce qu'il n'y en a qu'un seul sur cette table finalement, le corps à corps, c'est les Aumes d'Argent qui sont pris par une vingtaine de Skaven, et enfin un peu moins d'une vingtaine à cause de l'explosion du lance-feu et des rats géants. Il n'y a rien qui est fait sur les hauts elfes, faut pas pousser, ils ont une armure énorme, il y a une très faible force en face, ce qui fait qu'il y a 3 guerriers des clans qui meurent à cause des attaques des Aumes d'Argent, et les rats géants, je crois il n'en reste que 2 à la fin ou 3 qui s'enfuient malheureusement, les rats géants, mais les Skaven eux-mêmes, les guerriers des clans étant indomptables, restent là au corps à corps et bloquent toujours les Aumes d'Argent, c'est une bonne nouvelle pour Louis et les deux Julien. Et les rats géants, eux, s'enfuient seulement de 3, donc ça ne devrait pas trop poser de problème. Il y en avait un autre, corps à corps, pardon, c'était l'abomination de Malphos contre les maîtres des épées de OF, qui sont très énervés. L'élu d'Azurian frappe enflammé, arrive sur Labo, et PAM l'explose à lui seul, tranquillou, ce qui l'empêche en plus de revenir à la vie, mais ce qui veut dire qu'elle va revenir certainement au tour d'après. Pour ce qui est du dernier corps à corps, c'est-à-dire les rats ogres contre les gardes maritimes, il n'y a que 2 PV enlevés sur les rats ogres, malheureusement pour Maricam, elle ne peut pas réitérer son énorme réussite, et il y a 5 gardes maritimes qui meurent, il en perd encore 2 autres donc avec l'instabilité, mais ça veut dire qu'il reste encore 2 guerriers maritimes contre 2 rats ogres à la fin du tour 2 Skaven, ce qui veut dire que les rats ogres de Louis sont toujours bloqués à l'entrée du passage, ces 6 autres rats ogres sont toujours bloqués. Pour le tour 2 des hauts elfes, eh bien, les charges, bien entendu, la charge du griffon sur la roue infernale qui est au loin là-bas, qui s'est rallié pour faire une belle charge. Malheureusement, il se loupe, ce qui fait qu'il est un peu dans la pampa, là, c'est un peu moche. Les maîtres des épées de F qui tentent, eux, de charger les rats géants, qui continuent leur fuite de 12, mais qui, derrière après, essaient de se rallier, de rechanger leur charge sur les esclaves, et malheureusement, qui n'y arrivent pas. Et je crois ensuite qu'en charge, c'est la charge du centre. Voilà, c'est sûr que là, c'est la folie. La charge des gardes phénix qui va dans les esclaves du flanc droit des hauts elfes. Et surtout la charge des 40 lions blancs dans l'unité de la cloche du prophète gris. C'est la violence. C'est littéralement la violence. Maricam envoie ses 2 forces offensives au contact et sont, bien entendu, stennés par 2 énormes régiments Skaven. C'est la violence. Les mouvements, eh bien, la reformation du cotre volant et des patrouilleurs illériens, ainsi que des gardes fantômes des guerriers fantômes pour pouvoir tirer tous en direction du creuset de la peste qui est en plein centre et qui se dit merde, je suis une cible grande mais aussi une cible visible. Donc on est parti pour la magie d'abord.
6 et 3 à la magie, pas mal pour Marie. Elle tend donc une tête embrasée avec, j'ai oublié, une canalisation Skaven en direction des moines de la peste, des gars et des clans. Elle a réussi et derrière la dissipation est loupée ce coup-là, ce qui fait que la ligne traverse avec une violence en tête embrasée, à la Bob Lennon, qui traverse les 2 énormes régiments au centre de la table. Elle tue 4 moines de la peste et 7 guerriers des clans à l'arrière. Une violence impressionnante. Et ensuite, elle tente le puissant en force et en endurance sur les lions blancs. Mais là, par contre, derrière, il y a une dissipation automatique à 2 dés par Louis. Bien joué, Louis. Pour les tirs, les guerriers fantômes tirent sur les moines de la peste. Ils sont 10, ils sont déplacés, ils sont à longue portée. Ils en tuent quand même 2 avec une force de 3. Je reste là, c'est impressionnant. Ensuite, les archers tirent sur la roue infernale qui est juste devant les moines de la peste. Ils enlèvent 1 PV avec une force de 3 pour des archers. Qu'est-ce que ça serait si Marikam en dirigerait 40? Alors que, voilà, non mais c'est impressionnant. Ensuite, il y a une balise qui tire sur le creuset qui lui enlève 3 PV. Boum, il y a une autre balise qui finit le creuset en tir unique avec un one-shot horrible sur le creuset, ce qui fait que par contre, Longue-Queue, le prêtre de la peste, n'a rien. À chaque fois, c'est son creuset qui prend. Et enfin, la dernière baliste tire... je me gourre. Non, oui, la dernière baliste tire sur la roue infernale et l'a finit parce qu'il ne lui restait qu'un seul PV. Et enfin, les sœurs d'Avelorn sur les moines de la peste, elles font quand même 6 morts à 10. Donc la ligne Skaven au centre vient de voir s'écrouler le creuset de la peste percé de traits de baliste et les moines de la peste viennent de se faire faucher ainsi que la roue infernale, ce qui enlève quand même 2 gros malaises pour les hauts elfes en plein centre de la table. Très impressionnant quand Mariti, je vous assure qu'on ne rigole pas. Elle n'est pas fille militaire pour rien. Enfin, les corps à corps. Bon alors, les corps à corps, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire à cette partie-là. Les hommes d'argent déjà contre les gars et des clans. Il y a 3 Skaven qui meurent et il n'y a rien qui est fait sur les hommes d'argent. Les gars et des clans restent là. La garde Phénix qui affronte 40 esclaves avec un technomage. Ouais. Quand même, il y a du monde, il y a du peuple, c'est impressionnant. Eh bien, c'est impressionnant, mais ça reste quand même des putains de gardes phénix contre des petits esclaves. Mais c'est quand même des esclaves qui affrontent des super élites aux elfes. Il y a 7 esclaves qui meurent, et malheureusement, Ratchit, le technomage, est tué par le général aux elfes, pas en duel. Marikam décide de frapper en direction de cette unité. Mais derrière, après, 7 esclaves qui meurent, le technomage qui meurt, mais surtout... un garde phénix qui est tué par les esclaves. C'est ça qui est très impressionnant à se rappeler. Mais le général Skaven est juste à côté d'eux. Il est très content parce qu'il vient de voir à côté de lui un personnage Skaven mourir. Et les esclaves, quant à eux, tiennent la position, bien entendu, avec la règle de commandement et la règle des rangs bonus pour le commandement. Les lions blancs. Les 40 lions blancs qui affrontent l'énorme régiment de vermines de choc, du seigneur de guerre, du prophète gris et de la cloche hurlante. Je n'avais pas joué de cloche hurlante depuis très longtemps, j'ai racheté cette figurine pour cette partie, je ne sais pas si ça vous plaît, je l'ai peinte pour cette partie, mais quand même, la partie là, what the fuck quoi. 40 lions blancs. Julien El Magnifico, le général elfe noir et Royaume Ogre et Skaven, nous explique bien que pour lui, les lions blancs sont la meilleure unité du jeu de Warhammer. Je suis pas très d'accord avec ça, mais en tout cas moi je les adore. Et je n'avais quasiment jamais joué cette horde de 40 mecs. Je l'avais joué que pour Aedan. Donc c'est quand même impressionnant de voir ces mecs-là au combat. En plus commandés par Marie derrière. Malheureusement elle met quand même 2 colonnes ou 3 colonnes de lions blancs que sur la cloche et elle ne fait rien. Elle ne fait rien. C'est pas qu'elle ne blesse pas ou quoi que ce soit, c'est que les invulnérables de 4+ de Louis sont toutes réussies. Impressionnant, parce que j'avais oublié que la cloche hurlante avait la vulnérable de 4+. Je croyais que c'était comme le creuset de mémoire, parce que j'en avais joué une, mais il y a 5 ou 6 ans déjà. Donc très impressionnant en termes de résistance. Par contre, frappant en même temps, il y a quand même 13 vermines de choc arrachées au corps à corps pour 15 lions blancs. Donc les lions blancs perdent le combat. Et pourquoi il y a autant de lions blancs qui meurent? C'est parce que Louis avait sonné sa cloche au début du tour et toutes ces vermines de choc et ses esclaves juste à côté qui affrontaient les gardes phénix ont plus une attaque. Ce qui est énorme pour une partie. En plus, j'ai reformé un petit peu mes régiments qui poussent les monuments comme le creuset ou la cloche. Je sais pas si vous avez vu, je les ai mis en horde. Avant, je les mettais pas en horde, c'est le régiment du creuset. Maintenant, il y a un déluge d'attaques qui sont faits à chaque tour. Donc une horde de lions blancs toute nue, avec la bannière du Dragon Monde contre les vermines de choc, le seigneur et la cloche, c'est presque à jeu égal, rendez-vous compte. C'est presque à jeu égal, ces lions blancs sont des enculés, faut l'avouer. Mais bon, ils perdent plus que leurs adversaires, mais ils sont tenaces.
bien entendu qui reste. Ils ont le général juste à côté. En tout cas, c'est pas moi qui jette, c'est Marie. Elle fait un commandement de 7, pas de souci pour des mecs avec le général à commandement 9 à côté. Enfin, la bataille dans le passage, les Raog contre les gardes maritimes. Les gardes maritimes tuent le Raog qui était blessé, mais par contre, le dernier Raog achève les gardes maritimes et au moment où il éviscère le dernier garde maritime et commence à le dévorer avec ses chefs de meute qui essaient de le pousser en avant, malheureusement arrive sur sa gueule, 20 mètres des épées d'OF, irrité par l'arrivée des Raogres. Au loin, on entend d'autres corps arriver, on entend seulement un seul corps finalement, et des cris perçants, des cris tonitruants arriver, et voilà que les renforts volants de l'autre côté des renforts cavalerie arrivent. Un seigneur sur le dragon lunaire et 2 phénix, un de feu, un de givre, arrivent sur le flanc gauche des Skaven, sur le flanc droit des Hauts-Elfes, pour porter aide à Aliatra. Je précise bien que ce ne sont que les forces d'infanterie de l'armée principale des Hauts-Elfes, celle qui est là depuis le début, qui ne peut compter dans le dénouement de la partie Hauts-Elfes, ce qui est très compliqué donc à réaliser. Donc là, les Skaven voient arriver ça sur leur tronche, ça va être absolu. Attention par contre, on en est encore à la fin d'un tour complet. Aliatra continue de chercher dans cette tour maudite des vestiges de la pierre du phénix. Elle a 4 dés à jeter, elle doit en trouver 8, elle en a déjà 4, et elle en trouve 2 de plus. Elle fait 2 réussites sur 4, ce qui est là plus stat normalement. Et donc Aliatra trouve 6 vestiges de la pierre du phénix sur 8. Ça va être compliqué pour les Skaven. Donc pour le tour 3 des Skaven, le retour de l'abomination de Malphos, bien entendu, du lance-feu également qui a explosé, et de la seconde roue infernale qui s'est fait cribler de traits. Pour ce qui est des charges, les moines de la peste ne se gênent pas, ils chargent de flanc le régiment de Lion Blanc, c'est tout à fait Skaven, pour aller aider, entre guillemets, le régiment de la cloche hurlante. Pour ce qui est également des autres charges, les esclaves... Oui, les esclaves, parce qu'il y a aussi les autres renforts, pardon, j'avais oublié de dire, les autres renforts aux elfes qui sont arrivés, c'est-à-dire les princes dragons, et un char de Tyrannok et un char de Shras qui sont arrivés, j'ai oublié de le préciser, pardon. Donc les esclaves chargent également le char de Shras, qui a été un peu mal placé par Arthur, qui a été un petit peu là, après c'est un char de Shras, hein, il devrait résister à presque toutes les attaques des esclaves, un petit peu avec leurs épées en mousse. Il y a également les mouvements, eh bien, la roue infernale, les lance-feu et l'abomination de Malphos qui viennent d'arriver, qui avancent d'elles-mêmes, hein, qui essaient de se replacer un petit peu, l'abomination qui d'ailleurs trace devant elle sans discontinuer. L'une roue infernale qui elle continue, non, les ragéants par contre qui continuent de fuir, hein, malheureusement ils s'enfuient de 9, ils vont certainement pas se rallier pour la fin de la bataille. À la magie, il y a un 6 et 2 et encore une canalisation Skaven par le prêtre de la peste. Il tente une décrépitude sur les lions blancs. La dissipation de Marikam est loupée ce coup-là, donc les lions blancs tombent en endurance de 2. Et là, c'est moche. Ensuite, il y a une autre peste qui est tentée sur les lions blancs. Une peste sur les lions blancs en endurance de 2. Et elle réussit en irrésistible. Et là, ça commence à vraiment sentir mauvais. Et c'est surtout à ce moment-là, quand Marikam jette les tests d'endurance, elle en loupe 18. 18 sur 22 lions blancs. Donc 18 tests d'endurance loupés sur 22 lions blancs, ce qui aurait été l'horreur absolue. Mais c'est surtout qu'après avoir relu la description du sort, le sort annule les sauvegardes d'armure mais laisse les invulnérables, et le régiment de lions blancs a la bannière du dragon monde. Et Julien, qui a réussi un sort de peste qui tue 18 lions blancs normalement, voit Marie-Camille lancer 18 dés à invulnérable de plus, et elle ne fait aucun 1. Et là, Julien, il s'effondre, il fait... Mais putain, mais c'est n'importe quoi ce jeu. Mais c'est quoi ça? Mais c'est n'importe quoi. Mais pourquoi je l'ai pas lancé sur les gardes Phénix, ce sort de merde? Il était d'une déception absolue. Je vois trop le prêtre de la peste qui fait Nya, mourrez, chose elfe. Il balance sa saloperie de sort et t'as les lions blancs qui tout sautent, et puis la bannière qui s'illumine, qui crache du feu vers le ciel et qui annule son sort devant ses yeux. Oh mon Dieu, quelle puissance de destruction et quelle puissance de protection. Non, c'était impressionnant, là, il était déçu à un point, vous imaginez pas. En plus, son sort ne continue pas sur les gardes Phénix derrière, il était d'une déception absolue. Donc voilà pour cette magie.
C'est un peu dommage quand même, je trouve, même pour moi. Ensuite, c'est pas fini quand même. Il reste des d'ailleurs, ils perdent leur dernier dé de pouvoir avec l'irrésistible 7 qui est produit par le moine de la peste. Moine de la peste d'ailleurs, qui ne tue, enfin le prêtre de la peste qui ne tue aucun moine de la peste avec son sort de force, enfin l'irrésistible 7. N'importe quoi. Mais il reste des fragments à Malpierre chez les prophètes gris. C'est donc à ce moment-là qu'ils les utilisent. Alors pas tous, ils en gardent sous le coude un petit peu. Il y a 2 fragments de Malpierre qui sont englobés et bouffés par Louis qui tente de lancer des attaques empoisonnées, par Julien qui tente de lancer des attaques empoisonnées sur les esclaves qui affrontent les hommes d'argent. Mais malheureusement, c'est dissipé derrière. Et il y a 2 fragments à Malpierre qui sont utilisés par Louis sur sa cloche hurlante pour lancer la tempête warp. Et la tempête warp annule le mouvement de vol des unités volantes et leur force à utiliser leur mouvement de base, ce qui fait, comme ils l'ont dit au moment où ils lancent le sort, que ces magnifiques phénix, ce griffon, ces grands aigles et ce dragon vont se transformer en gros poulets dégueulasses et vont donc crier au milieu du champ de bataille d'une façon totalement ridicule, ce qui fera bien rire les Skaven et ce qui fera rougir de honte les hauts elfes. Le sort est lancé, la dissipation est loupée et on voit tout ça en fait s'effondrer devant nous d'une façon très rigolote et très horrible pour Arthur qui se dit putain mes meilleurs enfants ne servent à rien, ça me saoule. Dernière chose, il reste un petit fragment de Malpierre à Julien et son prophète gris qui affrontent le char à lion blanc et décide de faire une évasion. Il réussit son sort d'évasion parce qu'il n'y a plus rien pour le dissiper et il se téléporte derrière les canons là-bas au fond pour être à 6 pas de la zone d'arrivée du passage vu qu'il n'y a plus vraiment de héros par là-bas vu qu'il a perdu son technomage. Donc il y a un peu de Skaven qui sont tentés quand même. Ensuite les tirs. Les tirs de la roue infernale de leur flanc droit décident de retenir ses tirs et elle réussit pour éviter de tirer sur le lance-feu qui va pouvoir balancer dans le régiment d'esclaves. Et derrière après, ils décident de laisser les dés choisir de la roue infernale qui est en plein centre à côté des clans et de la grande bannière. Et là vous avez les 2 Juliens qui se regardent avec le seigneur de la peste et le seigneur de Scryer. Et le mec de Scryer qui fait « Ouais non je vais peut-être pas arrêter mes tirs ce coup-là ». Et là t'as Julien qui fait « Mais arrête-les tes tirs, mais t'es un enfoiré, mais arrête-y tout de suite !» Et donc ça s'est un petit peu disputé, et nous derrière, avec Arthur et Maricam, alors Arthur et Maricam qui disaient « Oui, allez-y, battez-vous !» Et moi derrière, en bon maître du jeu qui explosait de rire à chaque fois qu'il y avait la proposition d'une alliance ou d'une désalliance aux Skaven. Bon, après, voilà, Julien dit « Allez, on laisse les dés choisir !» Un dé a loupé, mais par contre il y avait à côté de la grande bannière, il les a lancés, et il a finalement retenu ses tirs. Ah, ils vont pas me faire rire assez, franchement. Derrière après, la cloche. La cloche, malheureusement, fait un triple 1. La chance de Louis revient au grand galop. Triple 1 sur la cloche. La cloche et l'unité qui la pousse subissent 2d6 touches force 5 dans la tronche. Il y a 4 vermines de choc seulement qui meurent. Et seulement 1 PV sur la cloche qui saute. Franchement, il s'en sort bien. Ce qui fait qu'après derrière aussi, ça faisait un 3. La cloche essayait de pousser en avant l'unité qui la poussait, mais malheureusement elle est déjà au corps à corps. Pour ce qui est des tirs, je continue encore. Les Jedi tirent sur le griffon, ils enlèvent encore un PV, ils enlèvent un PV sur le griffon, ce qui est toujours pas mal. Sur le seigneur, sur le seigneur qui est dessus. C'est le seigneur qui lui-même, tu sais, c'est trop le Skaven qui fait je vise le poulet géant. Et j'ai eu le mec dessus, je suis le meilleur, c'était tout à fait mon plan. Le technomage de Louis tire sur les gardes maritimes et arrive à enlever un mec avec un tir force 5, le sniper est présent. Derrière après, il y a un canon qui continue de tirer vu qu'il n'y a que des esclaves en direction du corps à corps des esclaves et des gardes phénix. Ben oui, il a le droit de le faire, et surtout il l'aligne pour qu'il puisse continuer derrière après sur le dragon. C'est ça le plus important. Le tir est parfait, Julien et les tirs de canon malfoudre, le tir est parfait, il tue 3 gardes phénix, ne touche aucun esclave et touche le dragon. On décide au dé, donc enfin on décerne au dé qui est touché entre le dragon et le seigneur sur dragon. C'est le seigneur qui est touché, et il fait un 1 pour blesser. Dommage, rien sur le seigneur, c'est un peu con. Le deuxième canon fait exactement pareil, tire en direction des gardes phénix plus le dragon derrière. Malheureusement le tir est un peu court et touche plein d'esclaves avant. Il tue 3 esclaves, tue 2 gardes phénix derrière, c'est de la force de 10, je précise bien. Explose sur le dragon, touche le seigneur sur le dragon, et le seigneur sur le dragon réussit son invulnérable de 4+.
Ah Alors je tiens à préciser, hein, sur la partie du White Dwarf, quand les renforts aériens étaient arrivés, c'est-à-dire 3 seigneurs sur dragon, les canons à Malfoudre Skaven avaient arraché 2 dragons en one shot. Et là Julien les touche, hein, il y arrive à chaque fois à les toucher, il coordonne parfaitement ses canons, mais les 2 canons ne font rien. C'est vraiment dommage. La catapulte de la peste continue de nous montrer sa grande utilité et tente de tirer sur les gardes maritimes. Malheureusement, elle dévie de 10. Ouh, quelle puissance. Enfin, le mortier à globe toxite, à côté des guerriers des clans en plein centre, tire en direction là aussi des gardes maritimes et fait un incident 6. Hey, les pestiliens sont meilleurs au corps à corps qu'avec ça. Pour les corps à corps, justement, les gardes phénix qui affrontent les esclaves Skaven, il y a 9 esclaves qui meurent et il y a un guerrier phénix qui meurt. Et là, c'est l'explosion parce que malheureusement, les esclaves Skaven loupent leur test de commandement et leur GB est très loin. Ce qui fait que les esclaves explosent au corps à corps. Ils tuent quand même un guerrier phénix encore avec. Et en plus, enlève un PV au phénix spire de feu qui est juste à côté d'eux quand même. Mais il tue aussi une vermine de choc et aussi un lion blanc. Voilà, les mecs qui arrachent tout autour d'eux, quoi. Les esclaves de l'autre côté qui affrontent le char à lion blanc, parce qu'il y a quand même ça aussi de l'autre côté. Eh bien, c'est très très simple, il y a 2 esclaves qui meurent, il n'y a rien sur les lions blancs, donc les lions blancs ils restent là, malgré l'énorme bonus fixe des esclaves. Les hommes d'argent qui affrontent les guerriers des clans, il y a 3 guerriers des clans qui sont tués, mais malheureusement pour eux, il n'y a rien de fait sur les hauts elfes, donc ils s'enfuient parce que là ils perdent la notabilité, ils s'enfuient, ils sont pas rattrapés par les hommes d'argent, mais ils entrent en contact avec le flanc des esclaves qui affrontent le char à lion. Là ça va faire plutôt bien mal. Ils poursuivent d'ailleurs leur fuite. Ils continuent leur fuite, mais vont peut-être un petit peu bloquer les gens, vont peut-être provoquer de la panique. Les guerriers des clans, ça va être un peu dangereux dans la ligne Skaven. Pour ce qui est des autres corps à corps, c'est les lions blancs. L'énorme corps à corps des lions blancs, pris en tenaille par des moines de la peste et leurs prêtres de la peste, et au contact d'un seigneur de guerre, d'une cloche hurlante et de vermines de choc. Bon, il y a 8 vermines de choc qui meurent à ce coup-là. Malheureusement, il y a 19 lions blancs qui sont abattus à ce tour-là. Pourquoi? Parce que les moines de la peste utilisent leur bannière qui relance les touchés et blessés à ce tour. Ce qui fait qu'avec contre une endurance de 2 en face, attention, c'est pas pareil. Ils se sont pété la gueule les lions blancs, mais il en reste 2. Il reste 2 lions blancs à la fin du corps à corps, avec toutes les attaques du seigneur de guerre, du prêtre de la peste, des vermines de choc, du rat géant et des moines de la peste, et du prophète gris. Tout le monde frappe les lions blancs, et il ne reste que 2 lions blancs. Ils en tuent quand même 19 de mémoire. 19 je crois, il ne reste que 2 lions blancs. Et par la définition absolue de la ténacité, les 2 lions blancs restent au combat. Magnifique, juste magnifique. Derrière, dernier corps à corps, la petite table, le passage de la tour, le passage où la terreur, je pense, de n'importe quel joueur Skaven voit arriver sur sa gueule après avoir difficilement abattu des gardes maritimes. Un rat géant à 2 PV voit tomber sur lui 20 maîtres des épées de OF. Les maîtres des épées de OF lui arrachent 14 PV et bien sûr il n'a même pas le temps de frapper. les maîtres des épées de OF nettoient la table, mais voient arriver tout de suite derrière eux, après avoir décapité ce rat géant qui était en train de finir de bouffer les gardes maritimes, 6 autres rats ogres qui leur arrivent en pleine bille sur la tronche pour essayer de passer cette ligne. Donc ça va pas être facile non plus quand même, hein. C'était le tour des Skaven, je précise bien. Donc ça va être très dur quand même pour les Skaven d'arriver encore à tabasser ça. Il va falloir y arriver. Pour le tour 3 des hauts elfes, eh bien, c'est la charge du griffon sur le front des esclaves qui affrontent le char à lion blanc et les hommes d'argent, juste pour arracher les esclaves au corps à corps. Également, les gardes phénix plus le phénix spire de feu, qui ne peut pas utiliser son vol, décident de charger la cloche hurlante. Alors vraiment on l'a fait au dé parce qu'il était gêné par un petit morceau de la statue. J'avais pas décerné si la statue était infranchissable ou pas, donc on l'a fait sur un dé et on lui a fait faire un test de terrain dangereux en plus pour le phénix. Il a rien eu, il est arrivé au contact avec les gardes phénix sur le flanc de la cloche hurlante et des vermines de choc.
Malheureusement, le Phoenix Spinner Cœur de Givre et le Dragon loupent tous les deux leur charge sur la cloche hurlante, sur les vermines de choc et la cloche hurlante, parce qu'ils n'ont pas le vol, ils sont trop courts. Pas d'autres charges, pourquoi? Parce que tout le monde est bloqué par l'amoncellement de Skaven sur le flanc gauche des hauts elfes. Pour les mouvements, eh bien, les maîtres des épées de l'Ouest avancent pour provoquer la roue infernale qui est juste devant eux. Les princes dragons également. Voilà, les princes dragons et les maîtres des épées de l'Ouest provoquent tous les deux la ligne Skaven. Et comme vous le voyez sur Arthur, sont prêts au combat. Suivi par le char de Tyrannok. Le cotre volant se déplace juste un tout petit peu pour voir la roue infernale en fait derrière elle. Ainsi que les patrouilleurs et les riens. Ils vont se faire une bonne base de tir. À la magie, Marie malheureusement a moins de chance, elle fait 4 et 2. Et il y a encore la canalisation des Skaven du prêtre de la peste. Il tente le plus en force et en endurance sur les gardes phénix qui sont au contact de la cloche hurlante maintenant. Malheureusement, il y a une dissipation automatique derrière. Et malheureusement pour les Skaven, derrière après, c'est l'épée ardente de ruine de mémoire qui est lancée sur les sœurs d'Avlorn qui ont donc maintenant un bonus de plus 2 pour blesser à leur tir, vu qu'elles ont déjà un bonus de plus 1 pour blesser au tir contre des unités de la destruction avec les arcs d'Avlorn, les arcs magiques, et en plus avec ce sort là derrière. Elles avaient déjà l'attaque magique et enflammée de base, c'est juste pour leur donner un bonus en plus qui passe et qui n'est pas dissipé derrière. Donc les tirs, on est parti. Les patrouilles aériens et le cotre volant des renforts tirent sur la roue infernale. Malheureusement, ils ont une petite. C'est pas Marie-Camille qui lance, c'est Arthur. Donc ils ont une force de 3 sur une endurance de 6. Rien ne se passe. Les guerriers fantômes, qui sont toujours seulement 10 à force 3, tirent sur la roue infernale qui est à longue portée, qui est à couvert léger, qui est une grande cible, qui a une endurance de 6, une armure de 4. Et ces mecs-là arrivent à lui enlever un PV, bordel de merde. C'est impressionnant. Les sœurs d'Avlorn, qui sont boostées à la magie, gorgées de magie par l'archimage, tirent sur la roue infernale et lui enlèvent 3 PV avec des forces de 4. C'est puissant. Et enfin, les trois balistes, je précise bien, tirent sur la roue infernale et ne lui font rien. Ah, bon, dommage, il ne lui restait qu'un seul PV, c'est un peu con. Et c'est à ce moment-là qu'on fait, mais attends Marie, est-ce que tu as fait tirer tes gardes maritimes depuis le début de la partie? Mais elle me fait, ah ben non, mais c'est vrai qu'ils tirent ces mecs-là. Donc elle prend les gardes maritimes qui sont eux aussi déclarés ils sont positionnés pour tirer sur 3 rangs, vu que c'est les OF de toute façon, ils tirent toujours sur 3 rangs. Eh bien, les gardes maritimes tirent tous sur la roue infernale et lui arrachent 2 PV. La roue infernale explose devant tout le monde d'une façon assez impressionnante. Elle n'a même pas eu le temps de gueuler ou de griffer ou de miauler, j'en sais rien. La pauvre bestiole se fait arracher au tir d'une façon impressionnante. Non, mais c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc les corps à corps, des esclaves qui se font choper par des aumes d'argent de flanc, un char à lion blanc et un seigneur sur griffon, ça fait très très mal quand même. Il y a quand même 2 PV enlevés sur le griffon, je tiens à préciser quand même, avant qu'il se fasse maraver la tronche à 21 esclaves. Il y a 21 esclaves qui se font péter la gueule, mais ils ont plus de seigneurs au milieu d'eux, ils ont beaucoup moins de bonus de rang, ils ont donc un commandement de 5, leur grande bannière est derrière, ils testent à commandement 5, ils loupent une fois et ils loupent 2 fois, ils explosent devant nous, et ils arrachent quand même encore un PV au griffon derrière. Donc le griffon n'est plus qu'à 1 PV, hein. Très belle phase quand même pour des esclaves, pour bien niquer tout le monde. Le seul souci, c'est que là, ça provoque une panique parce que les esclaves explosent. Ça provoque une panique dans les Jedi et dans l'obusier qui arrivait derrière, ce qui est un petit peu con quand même. Les vermines de choc, et les moines de la peste, et le cloche hurlante, et le seigneur, et le prophète gris, contre un phénix spire de feu, 2 lions blancs, et à peine 8 gardes phénix, et un seigneur au elfe, un maître du savoir. Les 2 lions blancs sont tués, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Les 40 lions blancs ont été stoppés et tués par une alliance de vermines de choc, de moines de la peste, de cloche hurlante. C'est impressionnant. Les mecs, il a fallu leur envoyer dans la gueule. Et en plus, ils ont survécu à un peste derrière. C'est vrai qu'ils sont badass. Il y a 2 vermines de choc qui sont tués. Il y a un PV sur le général du général Skaven qui saute. Un garde phénix qui est tué. Et aussi un PV sur le général au elfe qui est enlevé. Mais tout le monde reste au combat. Le spire de feu ne fait rien malheureusement sur la cloche hurlante.
sachant qu'il avait plus une attaque grâce à la magie. Non, ouais, c'est impressionnant hein, quand même. Hein. Le stock, là, j'avais mis 36 vermines de choc avec un seigneur dans le régiment de la clôture lente. Je vais le ressortir, ce régiment-là. Il est impressionnant, quoi. Et les moines de la peste qui, en plus, eux aussi, hein, utilisent très bien l'attaque de flanc, même s'ils sont plus qu'une douzaine, ça reste quand même très impressionnant. Donc pour finir, il nous reste le corps à corps de la petite table. Le corps à corps de la petite table au tour 3, c'est-à-dire 20 maîtres des épées d'OF qui affrontent 6 rats ogres au corps à corps, les rats ogres chargeants. Eh bien, les maîtres des épées d'OF frappant malheureusement avant les rats ogres, il y a 10 PV dans les rats ogres qui sautent. Et il y a 5 maîtres des épées d'OF qui sont écrasés par les rats ogres, ce qui fait que vu qu'il y a la règle instabilité, les rats ogres perdant leur rang inférieur et chargeant un truc qui a 2 rangs de plus qu'eux et une bannière, ils perdent 7 PV à l'instabilité après ce corps à corps. Il ne reste plus que un rat ogre à 1 PV. Les rats ogres n'auront pas passé la ligne de maître des épées d'OF. On voit qu'il n'y a plus grand chose à l'arrière pour être envoyé sur la petite table, et c'est là que Aliatra sort avec 4 dés, Maricam jette pour faire les réussites. Elle nous fait 2 autres réussites de plus. Elle est à 8 réussites. Aliatra sort, monte au plus haut point de la tour, dresse sa lance, tient au plus proche de son cœur la pierre du phénix, et elle lance à 1 dé. Sur un 1, elle meurt. Sur un 2 et 3, elle doit tenir encore un tour. Et sur un 4, 5, 6, elle libère le pouvoir de la pierre du phénix. Et Marie-Camille, dans sa chance, nous lance un 4. Et là, dans une explosion de magie, les rats ogres sont balayés dans le passage et les Skaven sont éviscérés au corps à corps et implosent par la puissance affranchie du chaos et de la magie en elle-même, contrôlée par cette fille de la reine éternelle et de Tyrion. Aliatra et Léo Elf sont vainqueurs. Donc voilà, c'était finalement une partie en 3 tours. Mais bon, à 5 joueurs, imaginez. Alors je crois que j'ai calculé, il y a plus de 6000 points je crois sur la table. 6 ou 5000 points sur la table. Avec 600 points de plus pour les Skaven, vu qu'ils ont en plus les règles de revenus. Bref, on s'en fout. Une grosse partie, une grosse partie. 1 heure pour vous raconter 3 tours, c'est quand même impressionnant. Les résultats, donc bien entendu, c'est une victoire des Elf, mais les Skaven quand même, avaient des objectifs cachés. Donc il y a eu 36 pertes causées par la Malpierre pour le clan Scryer. Donc c'est pas si mal, mais malheureusement ce n'est pas suffisant, il devait en enlever 50. Il y a eu 2 sorts de peste réussis dans la partie. Pas 3, donc malheureusement là aussi ce n'est pas suffisant. Et il n'y a eu aucun lieutenant mort, alors sauf Ratchit qui est mort au combat, donc seulement la moitié là aussi des objectifs remplis pour le camp des Skaven. C'est les 4 réussites du début de la partie de Marie qui a mis tout de suite une pression énorme sur les mecs. C'est vraiment le scénario, hein. C'était 4 dés à 4+, 8 réussites. Donc voilà, on espère que cette énorme partie de bataille de l'île de sang vous aura plu. Les renforts OL finalement, ils ont été là pour occuper. Hein. Après voilà, ils ont percé les flancs, faut l'avouer, hein, les flancs des Skaven ont été percés, mais la ligne centrale des Skaven n'a pas été percée. La cloche hurlante et le creuset ont tenu, ou ont tiré les tirs, ou en tout cas ont empêché les OF de passer. C'est bien la pierre du phénix qui a réussi à sauver la partie. Merci à tous, je remercie mes joueurs, hein, je remercie Marie, Arthur, Louis, Julien et Julien d'être venus sur ce long samedi, d'avoir joué tous ensemble sur une grande table. Merci à tous, on en est à la 100e bataille sur cette chaîne pour les épisodes. Le JDR continue. Je pose tout de suite une pub, je recherche d'autres joueurs pour le JDR, s'il y en a qui sont intéressés. Parce qu'on n'a pas fini la session avec les autres, mais parce que voilà, j'ai envie de peut-être faire un parallèle ou proposer à vous, si ça vous intéresse, à ceux qui ne connaissent pas ou qui veulent tenter, une partie de JDR en offline, hein, c'est-à-dire en préquel, et si elle est sympa, eh bien on la mettra sur la chaîne avec des persos que j'ai créés. Mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse, ou alors contactez-moi par mail sur le site. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre partie, et surtout n'oubliez pas, longue vie à Battle, au vrai Battle. Ciao, à plus.